Bonjour, ici Gaëtan Klein et bienvenue dans cette conférence sur la cellule primaire et cette nouvelle science que nous utilisons à l'Institut d'études des états de conscience extraordinaires, que nous appelons la psychobiologie subcellulaire et qui est la base de tout notre travail de recherche sur la psychologie et la biologie et sur les programmes que nous développons au sein de l'Institut. Et si vous avez compris ce que nous faisons, moi et mes collègues de l'Institut, dans notre travail de thérapie et de recherche, eh bien, nous pratiquons essentiellement ce que nous appelons la régression, c'est-à-dire que nous allons dans le passé, nous allons chercher dans nos souvenirs les différents épisodes de notre vie qui doivent être parfois réparés. Donc ça, c'est ce qui concerne la partie psychothérapie normale. Psychothérapie, on va chercher la cause de nos souffrances et l'alléger, l'apaiser. Mais plus précisément, nous allons encore plus loin dans notre recherche puisque nous allons étudier le développement de notre être avant notre naissance. Donc la régression, c'est quelque chose qui est très simple, que tout le monde peut faire, mais personne ne s'entraîne jamais vraiment à le faire. Donc quand vous allez voir un thérapeute, c'est très facile de retrouver un souvenir de votre enfance parce que ces souvenirs-là, on y a accès généralement assez facilement. Mais si on s'entraîne, on peut apprendre à régresser beaucoup plus loin parce que notre mental, notre esprit oublie évidemment ces souvenirs-là, mais notre corps, lui, garde la mémoire de tout son développement, toute son existence. Donc depuis le premier moment où on commence à exister à partir de rien jusqu'à aujourd'hui, notre corps a gardé la mémoire de son propre développement. Et donc évidemment, il y a beaucoup de mémoires prénatales auxquelles on peut accéder. Et c'est intéressant d'y accéder parce que c'est là qu'il se passe le plus de choses en termes de biologie et de construction de notre être. Et donc tout notre travail, c'est de comprendre quelles sont ces étapes de développement avant la naissance et qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui peut-être ne se passe pas bien et quelle est la source de différents problèmes qu'on peut avoir dans notre vie dans ces différentes périodes de développement prénatal. Donc on va de plus en plus loin dans le passé. Et plus on va loin dans le passé, plus nous travaillons sur des événements qui sont très biologiques. Parce que, évidemment, quand vous retournez quelques mois avant la naissance, vous êtes un fœtus, vous êtes en train de vous développer, vous n'avez même pas encore tous vos organes. Mais si vous allez encore plus loin, on va sur des choses qui sont très biologiques, comme la première division cellulaire, ou même la conception. Quand il y a un ovocyte et un spermatozoïde qui se rencontrent pour devenir vous, c'est l'événement biologique le plus important, parce que c'est là qu'on commence vraiment à exister en tant que nous-mêmes. Mais même avant ça, on peut remonter sur la mémoire du spermatozoïde et de l'ovocyte et comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur développement et quelles sont ces différentes étapes de construction qui ont à la fois un impact biologique et psychologique. Et plus nous allons loin dans le passé, plus le travail a un impact psychologique profond, et beaucoup plus profond que ce qu'on peut faire en thérapie où on explore juste ce qui s'est passé dans notre enfance. Ce qui s'est passé dans notre enfance, c'est très important, mais plus on va loin dans le passé, plus l'impact est profond. Et c'est notamment la clé pour notre travail sur les états de conscience. Et en réparant les dommages épigénétiques, donc dommages épigénétiques, j'ai expliqué ça dans une vidéo précédente, lorsqu'on répare ces dommages qui sont liés à des événements de développement particuliers, nous avons aussi un impact physique. C'est-à-dire que notre corps, tout d'un coup, change et a la capacité, acquiert de nouvelles capacités, en fait. Et ce travail de réparation épigénétique, il est rapide, il est extrêmement rapide. Et nous observons généralement des changements qui sont quasiment instantanés lorsque les bons gènes sont réparés, lorsque les bonnes choses sont faites, le changement, il est quasiment immédiat. Ça signifie que ce changement, il se propage depuis le niveau le plus profond, le plus intime, qui est celui de nos gènes, à l'ensemble de notre corps très rapidement. Donc il y a quelque chose qui change dans nos gènes, ça se propage à la cellule qui du coup acquiert un fonctionnement différent, et ça se propage à toutes les cellules de notre corps et à tous les systèmes de notre corps très rapidement. Alors comment ça marche ? Eh bien, en se posant la question et au fur et à mesure de nos explorations qui ont pris des décennies, finalement, nous avons réalisé qu'il existe ce qu'on appelle la cellule primaire. C'est une cellule qui est dans notre corps et qui dirige toutes les autres cellules. Ça veut dire que toutes les cellules de notre corps obéissent en quelque sorte à cette cellule maîtresse. Et tous les organes de notre corps aussi obéissent à cette cellule qui dirige tout notre corps. C'est cette cellule qui donne
la directive, les directions à prendre pour tous les systèmes de notre corps. Une cellule unique qui dirige tout. Et cette cellule, c'est nous à un niveau très intime. Donc on l'appelle la cellule primaire. Et cette cellule, elle dirige tout notre être et elle contient tout le potentiel de notre être. Et elle contient aussi quelque chose qui est vraiment très surprenant et qui a des implications vraiment fantastiques et extrêmement profondes, c'est que cette cellule contient aussi notre conscience. C'est-à-dire que notre conscience, elle existe à partir de cette cellule et ensuite elle se propage, elle se manifeste à tout notre corps. Cette cellule, elle contient tous les gènes que nous avons. Donc toute notre biologie est basée sur le fonctionnement de cette cellule et elle contient aussi tout ce qui a trait à notre psychologie, tout ce qui est du niveau de l'esprit ou de la conscience réagit en fonction de ce qui se passe dans cette cellule. Donc cette cellule, c'est nous à un niveau très profond. Il y a une chose qui est très très intéressante pour les gens qui ont un esprit scientifique, c'est du coup de réaliser que toutes les structures à l'intérieur de cette cellule, chaque structure a une fonction psychologique. Et oui, donc vous avez ces tout petits morceaux de structure biologique qui ont un impact sur notre psychisme, sur notre conscience, sur la manière dont nous vivons, dont nous évoluons. Et c'est du coup intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous voyez sur le schéma, là ici en anglais, vous avez plein de structures qui sont annotées. Donc vous avez le noyau évidemment au centre, avec les gènes qui sont comme un petit paquet au centre du noyau, et puis la membrane du noyau, avec des petits trous qu'on appelle les pores. Et puis autour du noyau, vous avez différentes structures qui sont un peu comme des organes en fait, qui ont différentes fonctions et qui font différentes actions pour que le fonctionnement de la cellule soit efficace. Donc ils sont pas tous notés parce que cette cellule elle est très complexe. Et là, vous avez pas mal de structures qui sont montrées, donc les lysosomes, les ribosomes, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, vous avez plein de choses, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas représentées. Il y a beaucoup de structures et de morceaux à l'intérieur de cette cellule, c'est assez complexe. Mais chacun de ces morceaux a une fonction psychologique et biologique. Et donc, c'est très important d'identifier, de comprendre le fonctionnement de ces structures et de repérer aussi si elles fonctionnent correctement ou pas, parce qu'elles ne fonctionnent pas toujours correctement. Et nos investigations montrent que ces dysfonctionnements subcellulaires ont toujours un impact sur notre santé. Autrement dit, notre santé globale ne peut être qu'aussi bonne que la santé de cette cellule. Et inversement, nous explorons notre science, c'est de trouver la source de différents types de troubles psychologiques ou physiques à l'intérieur même de ces cellules. Donc quand quelque chose ne fonctionne pas dans notre corps, au lieu de nous demander qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le foie, qu'est-ce qui se passe dans les organes de notre corps, on se demande est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de la cellule primaire qui ne fonctionne pas? Et donc on travaille à un niveau plus profond, plus intime, parce que c'est la source de tout. Et ça nous amène à constater que le corps et l'esprit, lorsqu'on travaille à ce niveau-là, sont complètement intriqués. Donc dans notre modèle, dans notre science, nous constatons qu'au niveau cellulaire, le corps et l'esprit sont intimement intriqués. Et je dis bien nous constatons parce que c'est pas une idée en l'air, on va dire ça parce que ça fait bien, le corps et l'esprit vont ensemble, ça sonne bien. Non, c'est pas un a priori, c'est pas un parti pris, c'est une constatation. Quand on travaille au niveau de la cellule primaire, il y a toujours un impact physique et psychologique en même temps, et le corps et l'esprit ne font qu'un en fait quand on travaille à ce niveau-là. Donc c'est aussi un bon modèle d'explication pour le lien entre le corps et l'esprit. C'est quelque chose qui se développe beaucoup dans le domaine de la psychologie, le lien corps-esprit. Et en fait, ça vient de là, ça vient du fait que cette cellule primaire, elle renferme toute notre biologie et toute notre conscience. Et donc, le corollaire de ça, c'est que tout ce qui a un impact sur la biologie va avoir un impact sur la psychologie, mais aussi tout ce qui a un impact sur la psychologie peut avoir un impact sur la biologie. Et notamment, les techniques qui sont efficaces en psychothérapie exploitent tout un mécanisme à l'intérieur de la cellule primaire. Quand vous allez voir un thérapeute et que vous lui parlez de vos problèmes et que vous vous sentez mieux à la fin, il y a quelque chose à l'intérieur de la cellule primaire qui change. Et différentes formes de thérapie ont différentes formes d'action.
Donc, si vous y réfléchissez, la première cellule qui devient vous, c'est quand votre père et votre mère se mettent ensemble, se reproduisent et vous commencez à exister. Et cette première cellule, elle contient tout votre être. Elle va se diviser en deux, puis en quatre, puis en huit, etc., etc. Elle va grandir jusqu'à ce que 9 mois plus tard, vous soyez un bébé et c'est la naissance. Mais cette première cellule, elle renferme tout le potentiel de votre être, tout le potentiel de votre vie, en termes de biologie et de psychologie. Et donc, si cette toute première cellule a des problèmes, vous allez hériter de ces problèmes. Votre santé, votre bien-être ne peut pas être supérieur à celui de cette première cellule, puisque c'est à partir d'elle que tout commence, c'est elle qui contient tout. Donc c'est extrêmement important d'étudier ça et de comprendre est-ce que ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc comment est-ce qu'on utilise ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et comment est-ce qu'on l'utilise pour mettre au point de nouvelles méthodes? Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est le concret. Alors il y a plusieurs applications que nous utilisons au sein de l'Institut. La première, qui est la plus importante à comprendre pour établir de bonnes bases, c'est la biologie des traumatismes. Donc, traumatisme, c'est un choc émotionnel, quelque chose qu'on a vécu où on a été choqué, on a vécu une émotion et ça reste coincé, ça crée de la souffrance. On peut plus ou moins gérer ça de différentes manières, mais quand on a été traumatisé, eh bien on a une souffrance en nous et on essaie de vivre avec. Et si vous avez regardé la vidéo précédente sur l'épigénétique, vous avez compris que ces traumatismes ne sont pas seulement des choses qui existent dans notre esprit et qui sont abstraites ou immatérielles, elles sont très concrètement installées dans notre biologie et elles sont installées dans ce qu'on appelle des dommages épigénétiques. Donc, comme vous voyez sur le schéma, vous avez un gène avec de l'ADN en bas, un histone autour. L'histone, c'est la molécule qui doit s'ouvrir pour permettre au gène de s'exprimer. Mais quand il y a un traumatisme, cet histone est bloqué, il est endommagé. Et donc, au lieu d'utiliser le gène pour créer une protéine, on se retrouve avec cette chaîne d'ARN et ces différents ribosomes qui sont coincés. Et on a des traumatismes qui sont stockés, des souvenirs en fait, qui sont stockés dans chacun de ces ribosomes. Donc une fois qu'on a compris que les traumatismes ont une base biologique, eh bien on peut comprendre quelles sont les techniques qui sont efficaces en psychothérapie, et notamment la thérapie des traumatismes, parce qu'il y a plein de thérapies des traumatismes qui existent, il y en a des centaines. Et donc on peut se demander comment est-ce qu'elles fonctionnent, quel impact elles ont sur cette structure. Est-ce qu'elles éliminent les ribosomes? Est-ce qu'elles éliminent la chaîne d'ARN messager? Est-ce qu'il se passe autre chose? Est-ce qu'elles réparent les histones endommagées? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est une science qu'on appelle l'épigénétique, qui s'intéresse en particulier à ça. Et de comprendre bien cette biologie, ça nous a permis à nous, au sein de l'Institut de recherche, d'identifier qu'il y a 4 types de traumatismes différents. Alors, je ne reviens pas en détail dessus, mais il y a les traumatismes biographiques qui correspondent aux chocs qu'on a vécus dans notre propre vie. Il y a les traumatismes générationnels qui sont les chocs que nos ancêtres ont vécus et qui nous sont transmis avec nos gènes. Il y a ce qu'on appelle les associations corporelles et quelque chose d'autre qu'on appelle les croyances fondamentales. Et chacun de ces 4 types de traumatismes est lié à un mécanisme épigénétique différent et ils sont stockés dans différents endroits dans la cellule. Donc les biographiques, ce sont, comme on l'a vu juste avant, des ribosomes sur une chaîne d'ARN avec un histone endommagé, et ils se trouvent au niveau des pores de la membrane nucléaire. Les traumatismes générationnels, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des ribosomes, on a des perles, ce qu'on appelle des perles. C'est comme des structures un peu sphériques. Les associations corporelles, c'est la même chose que les traumatismes biographiques, sauf qu'ils se situent à un endroit particulier, qu'on appelle le réticulum endoplasmique rugueux, et du coup leur fonctionnement est différent. Et les croyances fondamentales, elles sont à un autre endroit, elles sont dans une structure qu'on appelle la chaîne, et qui se trouve au cœur du nucléole. Donc le nucléole, c'est l'intérieur du noyau. Donc vraiment à l'intérieur de l'intérieur, on a une chaîne quelque part, et sur cette chaîne, il y a des traumatismes qu'on appelle les traumatismes fondamentaux. Donc il se trouve qu'on a mis au point une technique qui fonctionne à la fois sur les traumatismes biographiques et générationnels, qu'on appelle la technique du tapping sur le point unique. Ça fait partie de notre thérapie. C'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de diagnostiquer si le traumatisme est générationnel ou biographique, qu'il soit l'un ou l'autre. Cette technique fonctionne, donc c'est assez pratique et c'est rapide, c'est polyvalent,
c'est vraiment une technique merveilleuse. Concrètement, c'est une technique qui marche. Pour les associations corporelles, nous avons mis au point une technique qu'on appelle la technique des associations corporelles, en anglais Body Association Technique. Et pareil, pour les croyances fondamentales, on a trouvé des moyens d'aller chercher ces traumatismes fondamentaux et de pouvoir les régler. Mais de manière plus large, si on réfléchit à ce que ça signifie, de comprendre que tous ces traumatismes, ils ont un endroit dans la biologie où ils sont stockés, eh bien, ça permet de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ensemble de la cellule. Et on se rend compte au niveau de l'ensemble de la cellule qu'il y a, chez quasiment tout le monde, des milliers de chaînes d'ARN qui sont bloquées comme ça. Et elles représentent toutes, j'aurais dû dire toutes, des traumatismes potentiels ou réalisés. C'est-à-dire que certains de ces traumatismes sont réalisés, vous les avez vécus dans votre vie, vous avez vécu des chocs, vous avez vécu des deuils, vous avez vécu de la souffrance, vous avez vécu des émotions négatives. Mais il y en a aussi qui ne sont pas réalisés, qui ne sont pas actifs dans votre vie, mais qui sont là stockés et qui attendent de peut-être un jour être déclenchés, ou pas. Je ne vous le souhaite pas évidemment, mais ces traumatismes, ils sont là, c'est comme une pré-sensibilisation à différents types de traumatismes. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une bonne partie qui sont générationnels, et donc on en hérite, avant même notre naissance, on a déjà un certain nombre de ces chaînes d'ARN qui sont bloquées. Et donc on a des milliers de traumatismes potentiels, en plus de ceux qu'on a déjà vécus. Et ils bloquent toute une fonction métabolique. C'est-à-dire que vous voyez bien sur le schéma que tout ça, ces structures, elle est bloquée. Normalement, il ne devrait pas y avoir ces gros ribosomes qui sont sur cette chaîne. Normalement, quand un gène s'exprime, il y a une petite ficelle d'ARN qui sort, il y a un ribosome qui vient, qui est comme une usine, qui lit le code et qui se dit « Oh, tiens, c'est ça la recette, c'est ça que je dois faire ». Il crée une protéine et le reste se dissout. Et on utilise la protéine. Sauf que quand il y a un traumatisme, on ne fabrique pas la protéine, on ne peut pas l'utiliser. Donc ça veut dire qu'il y a ce chemin métabolique qui est bloqué. On ne peut pas utiliser ce que nos gènes sont censés faire. Et il n'y a qu'à peu près, alors les chiffres varient, c'est une estimation, mais environ 5000 pores dans la membrane nucléaire, donc 5000 petits trous par lesquels les gènes peuvent s'exprimer. Et la plupart sont bouchés, parce qu'il y a des milliers et des milliers de chaînes d'ARN bloquées. Et il y a des histones endommagées qui sont parfois sous la surface de la membrane et qui attendent de pouvoir s'exprimer, mais ils se seront bloqués de toute manière. Donc sur les 5000 pores qu'on a dans notre membrane, la plupart sont bouchés. Et ça, c'est une découverte assez fondamentale et qui a des implications énormes, parce que ça veut dire que la plupart des êtres humains ont un potentiel qui est bloqué, qui est inexploré, qui est juste un potentiel mais qui n'est pas exprimé. Donc ça veut dire que quand on voit le fonctionnement des gens, le fonctionnement de nos sociétés, le fonctionnement des peuples et de l'humanité globalement, eh bien on se dit c'est normal puisque c'est comme ça que ça fonctionne, les êtres humains sont comme ça, mais en vérité ils devraient peut-être être différents parce que ils ont quasiment tous des blocages et on a tous des traumatismes potentiels ou réalisés. Une autre application qui est intéressante à comprendre parce qu'elle elle est aussi basique, c'est une fondation de notre modèle, c'est de comprendre comment fonctionne le conscient et l'inconscient et de réfléchir en termes de biologie, puisqu'évidemment le conscient et l'inconscient c'est un mécanisme psychologique, mais il doit forcément y avoir une base biologique. Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, on a ce modèle qui reprend un modèle plus ancien en neurosciences qu'on appelle le cerveau triunique. On a un peu développé ça. Donc notre inconscient a une base biologique qu'on appelle les cerveaux, pour faire simple, parce que c'est comme si à l'intérieur de nous, on a différents cerveaux ou différentes parties de notre cerveau qui ont chacun leur propre conscience et dirigent différents processus, différentes fonctions. Et ça reprend des structures qui existent dans l'organe de notre cerveau. Donc on parle souvent de cerveau triunique ou de triple cerveau parce qu'on a ces trois grands ensembles, ces trois grandes structures dans notre cerveau. Donc on a à la base du cerveau le cervelet et toute la base rachidienne, c'est de ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Donc lui, son but, c'est la survie. C'est la première structure neurologique qu'on a et donc son but, c'est simplement de survivre et d'assurer les fonctions biologiques de base. Au-dessus, vous avez le cerveau limbique qui est représenté en bleu.
Donc c'est le cerveau des émotions. Lui, ce qu'il cherche, c'est la connexion. Donc c'est tout l'aspect social et émotionnel, et l'amour et les relations, l'attachement, etc. Et puis au-dessus, vous avez la plus grosse partie du cerveau humain qui est composée du cortex. Et dans le cortex, notamment, vous avez les lobes préfrontaux qui correspondent aux fonctions exécutives, à l'intellect, on va dire. Et lui, son but, c'est d'apprendre et de résoudre des problèmes. Donc on a 3 cerveaux. Un cerveau pour survivre, un cerveau pour être en relation avec les autres, et un cerveau pour réfléchir, résoudre les problèmes, apprendre. Et les 3 sont censés être intégrés, mais c'est pas toujours aussi évident que ça. Et ça se retrouve dans notre perception de notre propre conscience. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous procurer ces ouvrages, eux aussi écrits par Grant McFettridge, le fondateur de notre institut. Pour l'instant, ils sont en cours de traduction en français, donc vous ne pourrez les avoir qu'en anglais, ou dans d'autres langues. Ils sont aussi traduits en polonais déjà, parce qu'on a beaucoup de gens en Pologne. Mais voilà, ça s'appelle Peak States of Consciousness, et ça explique toute la genèse de cette recherche, de ces découvertes, et comment ça nous a amené à construire ce modèle et à se rendre compte qu'il y a cette cellule primaire, et donc à faire de la psychobiologie. Mais à la base, ce que cherchait à faire Grant McFettridge, c'était à comprendre pourquoi certaines personnes vivent dans des états de santé extraordinaires ou des états de bien-être extraordinaires. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont des vies extraordinaires alors que d'autres personnes ont beaucoup plus de souffrance, et comment est-ce qu'on peut changer les choses. Voilà. Et vous avez aussi les sites internet où on essaie de publier du contenu, même si je n'ai pas toujours le temps de faire autant de conférences que j'aimerais. Donc, si vous lisez l'anglais, vous avez peakstates.com et peakstatesclinic.com pour les traitements de notre clinique. Et en français, vous avez peakstatesfrance.com et mon propre site, gaëtanclin.com.